Ma présentation vise à souligner la présence d'une structure de pouvoir de regard par l'entremise des études féministes et des catégories du genre. L'angle féministe de ma recherche ne porte pas sur l'objet artistique en soi, mais plutôt sur l'impact d'une catégorisation des sens dans le monde des arts dits visuels, ainsi que dans l'écriture d'une histoire de l'art où l'homme est le sujet percevant, créateur, et la femme l'objet représenté. La présence d'une hégémonie de la vue dans l'histoire occidentale a permis à la critique féministe de souligner l'existence d'une construction associative entre le genre et les sens. Ces liens renforcent ainsi la conception d'une structure de pouvoir qui passe par le regard d'autrui sur soi. Afin d'appuyer mon propos, j'évoquerai les textes de Constance Classen, spécialisée dans l'histoire des sens, ainsi que de Laura Mulvey, théoricienne féministe du cinéma, en démontrant comment leur discours s'ancre dans l'idée d'une association entre la primauté du visible et la société patriarcale. En effet, je crois qu'il existe un lien entre la prédominance de la vue sur les autres sens ainsi que la légitimation d'une dominance masculine, partant de croyances antiques jusqu'à nos jours. La branche des études féministes en histoire de l'art tente d'ailleurs de remédier à cette absence de considération quant à la place des femmes artistes et à leur influence dans l'histoire. Étant un sens de distance, la vue est associée à la clarté et l'objectivité. Suivant l'influence historique de la pensée de Descartes, l'œil se veut l'organe lié au monde de la pensée et de l'intellect, élément qui, dans l'histoire moderne, ne cesse d'être associé à l'univers masculin. L'historienne Constance Classen démontre l'influence considérable d'une histoire des genres où la rationalité et l'esprit logique se veulent associer à l'homme, tandis que le côté émotionnel et rationnel est lui rattaché à la femme. Elle développe sur cette catégorisation des sensorialités par rapport au genre dans un chapitre de son ouvrage qui s'intitule « The Second Womb and the Seminal Eye, Embodying Gender Codes Through the Senses ». Elle y aborde dans ce texte la présence d'une dichotomie des sens qui serait catégorisée d'un côté par l'idée du regard masculin et de l'autre par celle du toucher féminin. Classen souligne que, dès le XVIIe siècle, on retrouvait dans la répartition des tâches de la cellule familiale une séparation des sensorialités selon le genre. La vue et l'audition, qui sont tous deux des sens à distance, ne nécessitant donc aucune proximité corporelle pour entrer en relation avec ce qui nous entoure, devenaient ainsi des sens perçus comme plus développés chez le genre masculin. Cette association réitérait ainsi la position de l'homme comme étant le plus apte fondamentalement pour la chasse et le nomadisme. Inversement, la femme était celle qui restait à la maison avec les enfants. D'ailleurs, puisqu'elle portait l'enfant en elle, elle était associée au sens de proximité corporelle tels que le toucher, l'olfaction et le goût. Ces sens de proximité corporelle, Classen les nomme les lower senses. Dans un autre texte intitulé The Witch's Senses, Sensory Ideologies and Transgressive Feminities from the Renaissance to Modernity. Donc elle dit The symbolic division of perception into masculine and feminine territories carried immense social weight. Men were believed to be empowered by God and nature to see and oversee the world. Women were required by the same forces to stay at home, stitching the clothes, stirring the stew, and rocking the cradle. The fact that feminine sensibilities were considered to be inferior and subservient to the masculine gaze did not, however, necessarily indicate a lack of potency. The so-called lower senses had powers of their own, powers that emanated from their presumed primal irrational nature. Cela ne date donc pas d'hier qu'on associe certains sens davantage à un genre qu'à un autre. Ces catégorisations binaires propres à la cellule familiale traditionnelle perdurent dans l'inconscient collectif, entre autres, par la transmission de ces valeurs patriarcales comme découlant de la tradition historique et devant ainsi durer pour fixer notre identité collective. Classen évoque aussi des écrits datant du 1er siècle où les croyances rattachaient l'homme à l'intellect et à l'âme et la femme au corps et au sens, bestialisant ainsi le genre féminin et humanisant le genre masculin. At the most fundamental, men were associated with the mind and soul, and women with the body and senses. Woman is a symbol of sense, and men of mind, Phil wrote in the 1st century. Cet énoncé rappelle l'idée de la séparation cartésienne entre le corps et l'esprit, où le sens de la vue était celui qui se rattachait à la pensée humaine. L'œil était ainsi perçu dans la théorie des Descartes comme étant l'organe sensoriel de la transcendance, puisque ce dernier croyait à l'époque que l'œil était relié à l'âme. De plus, certaines théories scientifiques du passé concédaient que les yeux sécrétaient un liquide séminal. Ce liquide provenait du cerveau situé près du globe oculaire. Ces présuppositions scientifiques, qui associent le liquide séminal au cerveau, viennent donc réitérer la position initiale associant l'œil au sexe masculin. Classen cite Aristote, qui a d'ailleurs affirmé dans Generation of Animals, « Of all the regions in the head, the eyes are the most seminal ».
Il y a donc ici une association directe entre l'organe masculin et le sens de la vue, ou plutôt l'acuité du regard. Le regard qui en serait un actif chez l'homme et davantage passif chez la femme. Aristote crée ainsi une association directe entre le regard actif de l'homme et le sexe masculin que Classen décrit dans son texte par la théorie du seminal eye. The notion of the eye as seminal was reinforced by the widespread belief that the eyes did not passively receive visual image, but actively imitated rays which came into contact with a perceived object. De plus, cette acuité du regard masculin datant de l'époque moyenâgeuse vient renforcer le principe de l'artiste génie propre à l'histoire de l'art, propre à l'histoire de l'art, pardon. On constate que les artistes de cette même histoire de l'art qui, par la précision de leur regard, traduisent leurs observations du monde en chefs-d'œuvre sont généralement des hommes. La discipline ne parle que de ces artistes au masculin, même si pourtant on sait bien qu'il y a eu des femmes artistes à cette époque que l'histoire de l'art a omis de mentionner dans la transmission de sa discipline jusqu'à nos jours. De même, le terme art visuel, communément employé dans le langage artistique, positionne le sens de la vue comme médiateur dominant de l'expérience de l'œuvre et pourrait bien être perçu comme une réitération de cette domination masculine dans le monde de l'art. Plus près de nous, j'aimerais souligner la part de la théorie déconstructiviste de Derrida dans les théories féministes. En effet, les considérations derridiennes sur la vision ont stimulé les théoriciennes féministes des années 70 et 80 à écrire sur la vue et sur le pouvoir du regard masculin, qualifié dans la littérature anglophone de male gaze. Les questions féministes se sont particulièrement développées dans la culture anglo-saxonne, par exemple chez la théoricienne féministe Laura Mulvey. C'est par la reprise des théories de la psychanalyse freudienne quant aux notions de plaisir narcissique propres au voyeurisme, au désir et à la sexualisation du regard qu'elle va écrire en 1975 l'important texte Visual Pleasure and Narrative Cinema. Ce texte porte sur le plaisir érotique du regard masculin envers l'image de la femme-objet dans le cinéma hollywoodien des années 1930 à 1950. Elle traite dans ce dernier du concept de male gaze, c'est-à-dire l'idée d'une objectivation du sujet regardé par le sujet qui regarde, se rapportant ici au regard masculin. Elle montre aussi comment le cinéma a pu influer sur la construction de l'image de la femme comme objet du plaisir visuel masculin. Mulvey se réfère à l'intérêt marqué, à l'époque de ses films, pour la psychanalyse freudienne et le discours phallocentrique qui l'accompagne. Selon son analyse, la structure narrative et formelle des films met le regard du spectateur dans une position de voyeurisme. Par cette forme cinématographique, la structure patriarcale fait état d'une catégorisation binaire de domination où la femme est l'objet, l'image objectivée, tandis que l'homme, lui, est le sujet créateur. Woman then stands in patriarchal culture as signifier for the male other, bound by a symbolic order in which man can live out his fantasies and obsession through linguistic command, by imposing them on the silent image of women, still tied to her place as bearer of meaning, not maker of meaning. Elle évoque également dans son texte le terme scopophilie, créé par Freud pour définir le plaisir sexuel de regarder en objectivant et en contrôlant ce sur quoi le regard se pose comme force dominante. L'autre devient ainsi son objet de stimulation sexuelle à travers le sens de la vue. Pour elle, la scopophilie est une source du plaisir visuel masculin que l'on retrouve au cinéma. Chez Mulvey, le cinéma est un bon exemple donc d'une forme d'art qui montre la femme comme image et l'homme comme porteur du regard sur l'image. Cette analyse se calque d'ailleurs parfaitement au discours patriarcal d'une histoire de l'art du visuel. En effet, le cinéma hollywoodien et les chefs-d'œuvre canoniques de l'histoire de l'art ont en commun la représentation, par l'entremise de leurs dispositifs respectifs, de sujets où la femme n'est que l'objet déterminant l'action de l'homme. Historiquement au cinéma, la femme inspire ou aime le héros. Elle est la raison de ses actions, mais elle ne fait jamais l'action elle-même. Elle fait agir l'homme tout simplement. Dans l'histoire de l'art, la femme est le sujet du tableau ou de la sculpture, sa représentation, son image est soumise au regard de l'homme qui agit, qui crée. Ces interventions de Mulvey sur les théories phallocentriques freudiennes sont également liées à une critique de la hiérarchisation des genres chez Derrida. Dans l'ouvrage Downcast Eyes, The Denigration of Vision in 20th Century French Thought, l'historien Martin Jay parle de la création, chez Derrida, du néologisme phallogocentrisme pour définir l'importance accordée au phallus dans la psychanalyse, réitérant ainsi la posture prédominante de la figure masculine dans la construction du sens. Jay va d'ailleurs se réapproprier le terme derridien phallogocentrisme pour proposer à son tour celui de phallogo-ocular centrisme. Ce terme vise la critique d'une association marquante, qui est le propos de ma communication, entre le genre sexuel masculin et le sens de la vue.
De plus, c'est en parlant d'une exposition pour laquelle il fut commissaire, intitulée Mémoire d'aveugle, l'autoportrait et autres ruines, que Derrida souligne qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, on attribuait l'origine du dessin à une femme. Selon la légende, lorsque son amant la quitte, Dibuta dessine la silhouette de ce dernier sur un mur pour en garder la mémoire, puisque disparaissant à sa vue, elle ne peut plus le voir. Le philosophe expose donc le fait que, bien que l'origine du dessin soit attribuée à une femme, l'autorité de l'œil et du voir dans l'histoire occidentale se veut toutefois réservée à l'homme. Les grands aveugles de l'histoire biblique ou de la mythologie grecque sont toujours des hommes. C'est ainsi qu'il critique l'autorité du voir et du dessin comme quelque chose qui se voudrait davantage masculin. Il dit « Le regard, donc l'autorité du regard, l'autorité du dessin, l'autorité menacée de l'œil, étant toujours alors là, ouverture du grand schéma psychanalytique ou post-freudien sur l'Oedipe. Des expériences de filiation d'hommes, rapport père-fils, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans l'exposition autour du dessin et qui vont dans ce sens-là. La femme n'étant ainsi commise, en quelque sorte, à la représentation de l'autorité du voir, au dessin de la vision, comme si l'œil était fait pour voir. On dit souvent, bon, la finalité de l'œil, c'est la vision, voir, savoir, avoir des objets, dessiner, maîtriser. Ça, c'est le dessin de la fonction visuelle et c'est masculin. De plus, Jay explique qu'il y a un fort mouvement de dénonciation chez les intellectuels suivant l'influence du déconstructivisme derridien quant à l'existence d'une association entre l'hégémonie du sens de la vue et la société patriarcale. En effet, la place du regard est davantage privilégiée lorsqu'il est question du sexe masculin que du sexe féminin, et cet énoncé, Derrida l'évoque ici par l'entremise des arts visuels et du dessin. Plus que tout autre sens, l'œil permet de se positionner à distance et de maintenir cette distance, donnant au regard un pouvoir d'objectivation et de contrôle. Dans notre culture du symbole et de l'image, la prédominance du regard sur le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe entraîne par le fait même un appauvrissement des relations corporelles. On trouve ainsi chez Derrida et ses contemporains une remise en question du modèle binaire qui a permis la construction du genre et de ses inégalités. En déconstruisant les associations entre le genre et les sens, cela permet de développer un nouveau modèle de pensée où les sensorialités ne sont plus hiérarchisées, mais bien entrelacées, rejetant ainsi l'oculocentrisme propre à la modernité pouvant être lié, comme nous l'avons vu, à une tendance patriarcale.